Un cri dans l'obscurité, l'injustice frappe un héros oublié. Êtes-vous prêt à entendre la vérité? Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes indigné par l'injustice et souhaitez soutenir la quête de vérité, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si elle ne vous plaît pas, un simple like suffit. Restez jusqu'à la fin, une révélation choquante vous attend. Dans une station-service isolée aux abords de Paris, sous un ciel crépusculaire, Jacques Dubois, un vétéran noir de 60 ans, est brutalement menotté par la police. Son regard calme brisé par l'humiliation. Tout commence par une altercation insignifiante. Pierre Laurent, un homme d'affaires arrogant, renverse de l'essence sur les chaussures usées de Jacques et l'ignore avec mépris. Lorsque Jacques, avec une voix posée mais ferme, lui rappelle la ligne de la décence, Pierre, piqué par l'orgueil, appelle la police, l'accusant de menaces. En quelques minutes, une vidéo tronquée dépourvue de son envahi. Les réseaux sociaux dépeignant Jacques comme un vétéran instable, un danger public. La foule en ligne s'enflamme, crachant des insultes, un héros devenu fou. Mais la vérité est bien plus sombre. Jacques, un ancien tireur d'élite, ayant sauvé des vies à Mali, est victime d'un système qui préfère enterrer ses héros plutôt que d'affronter ses propres crimes. Cette arrestation n'est pas un hasard. C'est une vengeance orchestrée pour faire taire un homme qui a osé défier l'injustice. Derrière ce scandale, une conspiration militaire se dessine prête à tout pour effacer son passé. La colère monte face à cette trahison. Comment un pays peut-il abandonner ceux qui l'ont défendu? L'histoire de Jacques n'est pas qu'un fait divers. C'est un cri d'indignation contre un système corrompu. Soutenez Jacques, partagez son histoire et ensemble exigeons justice. Alors que l'indignation suscitée par l'arrestation brutale de Jacques Dubois à la station-service enflammait encore les réseaux sociaux, une vérité bien plus profonde et scandaleuse se dessinait dans l'ombre. Loin d'être un simple vétéran accusé à tort, Jacques Dubois, 60 ans, portait en lui un passé héroïque que le système militaire français avait méthodiquement tenté d'effacer. Ce n'était pas un hasard si cet homme au regard calme mais marqué par les cicatrices invisibles de la guerre avait été menotté sous les yeux d'une foule indifférente. Derrière cette arrestation se cachait une conspiration orchestrée pour réduire au silence un héros qui, des années auparavant, avait osé défier l'injustice au cœur d'une opération militaire à Bamako, Mali. En 2005, alors que les rues poussiéreuses de la capitale malienne résonnèrent des tirs ennemis, Jacques, tireur d'élite d'exception, avait sauvé une escouade entière de légionnaires français lors d'une embuscade meurtrière. Avec seulement 12 tirs précis, comme des scalpels, il avait neutralisé une menace à près d'1 kilomètre, sauvant des vies dans un chaos où la mort semblait inévitable. Chaque balle tirée dans une tempête de sable avait porté l'espoir d'un retour à la maison pour ses camarades. Mais ce fait d'armes digne d'une médaille n'a jamais été célébré. Au contraire, il a été enterré tout comme l'homme qui l'avait accompli. Pourquoi un tel oubli? La réponse réside dans un rapport accablant que Jacques avait osé rédiger à son retour du Mali. Ce document, soigneusement dissimulé par les autorités militaires, dénonçait les exactions commises sous les ordres du général Louis Beaumont, alors commandant des opérations en Afrique de l'Ouest, et aujourd'hui figure influente au ministère de la Défense. Jacques y décrivait des actes inhumains, des civils maliens, soupçonnés sans preuve, avaient été torturés et exécutés sous les directives de Beaumont. Ce rapport, accompagné de témoignages et d'une vidéo horrifiante tournée par un soldat anonyme, montrait des scènes que l'armée française ne pouvait tolérer d'exposer au grand jour. Jacques, en posant sa plume, n'avait pas seulement écrit un rapport, il avait signé son propre exil. Dès que le document fut soumis, une machine implacable se mit en branle. Ses étapes de service furent effacées des archives militaires, ses médailles, promises jamais décernées, et son nom rayé des listes d'honneur, comme s'il n'avait jamais existé. On lui ordonna de se taire sous peine de conséquences graves pour la sécurité nationale. Des menaces voilées devinrent des intimidations ouvertes, des appels anonymes, à minuit des lettres sans expéditeur glissées sous sa porte, et même une surveillance rapprochée de sa sœur Marie Dubois, qui reçut un message glaçant « Laissez le passé tranquille ou vous le regretterez ».
Jacques, autrefois un pilier de son unité, fut transféré à des tâches administratives insignifiantes, loin des champs de bataille qu'il connaissait si bien. On le déclara psychologiquement instable, une étiquette commode pour discréditer ses accusations. Ses camarades, ceux qui avaient une vue de leurs propres yeux, son courage à Bamako furent eux aussi réduits au silence, soit par peur, soit par des mutations soudaines. Certains, comme Étienne Martin, disparurent mystérieusement prétendument placés dans un programme de protection des témoins qui n'était qu'une façade pour les isoler. Jacques choisit alors de vivre dans l'ombre dans une petite maison au bord d'un village normand où il cultivait un jardin et réparait des clôtures pour survivre. Mais son silence n'était pas celui de la résignation. Chaque matin, en regardant le lever du soleil, il murmurait à lui-même « La vérité ne meurt pas, elle attend ». Ces silences étaient un acte de résistance, un refus de laisser le système corrompu briser son esprit. Ce qui rend cette histoire encore plus révoltante, c'est la découverte récente d'un détail explosif, un enregistrement audio retrouvé par un ancien camarade de Jacques et transmis anonymement à un journal indépendant. Dans cet enregistrement, on entend la voix froide de Louis Beaumont ordonnant « Effacez Dubois. Faites-le passer pour un fou, un traître, n'importe quoi, mais qu'il disparaisse. » Cette preuve gardée secrète pendant des années révèle l'ampleur de la conspiration. Non seulement Jacques fut privé de son honneur, mais il fut traqué comme un ennemi par ceux qui l'avaient servi avec loyauté. La colère bouillonne face à cette trahison. Comment un pays qui se vante de liberté et de justice peut-il abandonner un homme qui a risqué sa vie pour ses idéaux? Jacques Dubois n'était pas un criminel, mais une victime d'un système qui préfère protéger les puissants plutôt que d'honorer ses héros. Cette injustice ne peut rester dans l'ombre. La vérité, comme une flamme inextinguible, commence à percer les ténèbres. Si cette histoire vous révolte, si vous croyez que la vérité mérite d'être entendue, laissez un commentaire avec le mot « justice » et partagez cette vidéo pour que le monde sache. Restez avec nous car la prochaine partie révélera comment une journaliste courageuse et un officier de police déchiré par sa conscience vont changer le cours de cette bataille. Ne manquez pas ce moment où la vérité commence à triompher, alors que l'écho de l'enregistrement secret du général Louis Beaumont, ordonnant l'effacement de Jacques Dubois, continuait de hanter les consciences. Une nouvelle flamme de révolte s'allumait dans les bureaux d'un petit journal parisien. Claire Moreau, une jeune journaliste au regard perçant et à l'esprit tenace, refusait de laisser l'injustice engloutir un héros oublié. Loin des projecteurs des grandes rédactions, elle s'était plongée dans une enquête qui allait ébranler les fondations d'un système corrompu. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un vétéran accusé à tort à une station-service. C'était une croisade contre un appareil militaire et politique qui avait orchestré l'éradication de l'honneur de Jacques. Claire, avec une détermination alimentée par une colère sourde, s'était jurée de ramener la vérité à la lumière même au prix de sa propre sécurité. Chaque document qu'elle découvrait, chaque piste qu'elle suivait, révélait une conspiration plus vaste, plus sinistre, où des héros comme Jacques étaient sacrifiés pour protéger les puissants. Tout avait commencé par un simple article qu'on lui avait assigné sur l'incident de la station-service. Mais Claire, flairant une anomalie dans le dossier trop lisse de Jacques, avait décidé de creuser plus loin. Dans les archives poussiéreuses d'un journal militaire, elle tomba sur un article de 2005 publié dans l'Étoile du combattant, évoquant un tireur d'élite anonyme qui, lors d'une embuscade à Bamako, avait sauvé une escouade française avec une précision surnaturelle. L'article vague et dépourvu de nom semblait avoir été rédigé pour être oublié. Intriguée, Claire utilisa un logiciel de reconnaissance faciale pour comparer une photo floue de l'article avec l'image de Jacques menotté. Le résultat, avec une probabilité de 92%, la frappa comme un coup de tonnerre. Jacques Dubois était ce héros sans nom. Mais pourquoi son identité avait-elle été effacée? La réponse se trouvait dans un rapport militaire classé qu'elle obtint par un contact anonyme dans un café discret de Montmartre. Ce document, marqué d'un tampon « Confidentiel défense », détaillait les accusations de Jacques contre Louis Beaumont pour des exactions à Bamako, des civils torturés, des exécutions illégales et un silence imposé à l'unité entière. Ce rapport avait déclenché une tempête. Jacques fut immédiatement mis à l'écart, ses états de service détruits et sa vie surveillée.
Ce qui rendait l'enquête de Claire encore plus explosive, était une découverte inattendue. Un journal intime retrouvé dans une boîte oubliée au fond d'un entrepôt militaire désaffecté à Brest. Ce carnet écrit de la main de Jacques relatait non seulement les horreurs qu'il avait vues à Bamako, mais aussi une réunion secrète où Beaumont avait menacé les soldats de conséquences irréversibles s'ils parlaient. Une page arrachée à moitié contenait une phrase qui glaça Claire. « Ils m'ont dit que ma vérité coûterait la vie de ma sœur. » Ce détail, jamais révélé auparavant, transformait l'histoire en un thriller personnel où Jacques n'avait pas seulement lutté contre un système, mais contre la peur de perdre ceux qu'il aimait. La colère de Claire s'intensifia. Comment un homme qui avait risqué sa vie pour son pays pouvait-il être réduit à un paria menacé jusqu'à sa famille? Elle contacta un ancien camarade de Jacques, un technicien militaire à la retraite, qui confirma que les archives numériques de Jacques avaient été effacées par un ordre direct du ministère de la Défense. Chaque clic sur son ordinateur, chaque ligne lue renforçait sa conviction. Jacques n'était pas une anomalie, mais le symbole d'une injustice systématique. Pourtant, l'enquête de Claire ne fut pas sans danger. Des appels anonymes la réveillèrent à l'aube des messages cryptiques glissés sous la porte de son appartement. « Arrêtez ou vous finirez comme lui ». Son rédacteur en chef sous pression lui ordonna de limiter son article à un simple fait divers. Mais Claire, portée par une rage qui brûlait plus fort que la peur, refusa. Elle envoya des copies de ses découvertes à une organisation journalistique indépendante, Vérité Libre, qui promit de protéger ses recherches. Dans son petit bureau entouré de notes et de photos de Jacques, elle griffonna une question qui devint son mantra. « Qui est Jacques Dubois? Et pourquoi veulent-ils que nous l'oublions tous ?» Cette question n'était pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient fermé les yeux sur les héros abandonnés. Chaque mot qu'elle écrivait était un acte de défi, un cri contre un système qui préférait enterrer la vérité plutôt que de l'affronter. Jacques, avec son silence, avait porté le poids de cette injustice. Claire, avec sa plume, jurait de le libérer. Tandis que Claire Moreau, dans l'ombre de son bureau parisien, déterrait le journal intime de Jacques Dubois, révélant la menace contre sa sœur et l'ampleur de la conspiration militaire, un autre combat se jouait dans le cœur d'un jeune officier de police, Antoine Lefebvre. Ce n'était pas sur un champ de bataille poussiéreux, mais dans les couloirs froids d'un commissariat de banlieue parisienne que cet homme à peine trentenaire affrontait une tempête intérieure. Antoine, qui avait menotté Jacques lors de cette funeste soirée à la station-service, n'était pas un simple exécutant. Il était devenu malgré lui le rouage d'une machine qui broyait la vérité pour protéger les puissants. Chaque nuit, le regard calme mais perçant de Jacques fixé sur lui. Au moment de l'arrestation, revenait le Hunter comme un miroir réfléchissant sa propre lâcheté. Ce regard n'était pas celui d'un criminel, mais celui d'un homme qui avait vu trop d'injustice pour se défendre par des mots. La colère d'Antoine, d'abord tournée contre lui-même, se transforma en une rage brûlante contre un système qui l'avait poussé à trahir ses propres idéaux. Lorsqu'Antoine reçut l'ordre de ses supérieurs de réécrire le rapport de l'arrestation, il sentit une nausée monter en lui. Le document initial, basé sur la vidéo de sa caméra corporelle, montrait Jacques debout, immobile, prononçant calmement « Vous ne savez pas ce que vous faites, petit ». Ces mots, loin d'être une menace, étaient un avertissement presque paternel, adressé à un système aveugle. Pourtant, dans la version révisée, ces paroles furent transformées en une menace explicite. Vous le regretterez. Chaque mot falsifié était une pierre ajoutée au mur de mensonges érigé autour de Jacques. Antoine, encore novice dans la police, fut convoqué dans une salle de réunion où un officier supérieur, le regard glacial, lui rappela « Signe ce rapport ou ta carrière s'arrête ici ». La pression était écrasante. Un poste permanent était en jeu et avec lui la promesse d'une vie stable. Mais chaque fois qu'il posait les yeux sur le rapport truqué, il voyait le visage de Jacques, ses mains menottées, son silence plus éloquent que n'importe quel cri. Un détail troublant vint amplifier l'indignation d'Antoine, une note manuscrite glissée anonymement dans son casier au commissariat indiquant un code d'accès à une archive sécurisée. En entrant ce code dans le système interne, il découvrit un fichier audio distinct de celui trouvé par Claire.
Cet enregistrement datant de l'époque de l'opération à Bamako capturait une conversation entre Louis Beaumont et un officier subalterne. Dubois doit être neutralisé. Faites-le passer pour instable, mettez-le hors circuit. Cette preuve enfouie dans les méandres d'une base de données militaire révélait que l'arrestation de Jacques n'était pas un incident isolé, mais le dernier acte d'une vendetta orchestrée depuis des années. La fureur d'Antoine atteignit son paroxysme. Comment un homme qui avait sauvé des vies pouvait-il être traqué comme un criminel par ceux qui l'avaient servi? Ce fichier audio qu'il copia sur une clé USB dissimulée dans son manteau devint son arme, mais aussi son fardeau. En le gardant, il savait qu'il risquait toute sa carrière, sa sécurité, peut-être même sa vie. Antoine, déchiré entre son serment de policier et sa conscience, passa des nuits blanches à revoir la vidéo de l'arrestation. Chaque image renforçait sa conviction. Jacques n'avait pas résisté, n'avait pas menacé, n'avait pas scellé. Ce silence, loin d'être une faiblesse, était une accusation muette contre un système qui préférait mentir plutôt que d'admettre ses fautes. Dans un moment de défi, Antoine décida de transmettre la vidéo originale et l'audio à Claire Moreau, qu'il avait repéré à travers ses articles incisifs. Leur rencontre eut lieu dans une ruelle sombre près de la Seine, loin des caméras de surveillance. Lorsqu'il lui tendit la clé USB, ses mains tremblaient non de peur, mais d'une rage contenue contre un système qui l'avait forcé à choisir entre sa carrière et la justice. « Je ne peux pas sauver Jacques, mais vous pouvez faire entendre sa voix ?» murmura-t-il, la gorge nouée. Le lendemain, Antoine rédigea une lettre de démission brève mais cinglante. « J'ai juré de protéger la justice, mais ici je suis forcé de protéger le mensonge. » En quittant le commissariat, il croisa le regard d'un collègue plus âgé qui lui serra la main en silence, murmurant « Tu as fait ce que j'ai toujours eu trop peur de faire. » Ce geste simple mais lourd de sens confirma à Antoine qu'il avait choisi le bon chemin, même si ce chemin était semé d'incertitudes. La vérité sur Jacques Dubois, portée par la vidéo et l'audio, commençait à fissurer le mur de silence érigé par le système. Mais pour Antoine, ce n'était que le début d'un combat plus vaste, celui de restaurer l'honneur d'un homme que la France l'avait trahi, et de réparer l'âme d'une nation qui avait oublié ses héros. Sa colère, désormais canalisée, n'était plus seulement personnelle, elle était devenue un cri pour tous ceux que le système avait réduits au silence. Alors qu'Antoine Lefebvre, en remettant la clé USB contenant l'enregistrement accablant du général Louis Beaumont à Claire Moreau, allumait une étincelle de révolte contre l'injustice faite à Jacques Dubois. Une nouvelle tempête se préparait dans l'ombre d'un tribunal parisien. Dans une salle d'audience où la lumière blafarde des lampes semblait figer le temps, un homme que tous croyaient mort depuis des années fit une entrée qui glaça le sang de l'Assemblée. Étienne Martin, ancien camarade de Jacques, dans l'enfer de Bamako, se tenait là vivant, le visage marqué par une cicatrice profonde courant de sa joue gauche à son cou, comme un stigmate de son passé effacé. On l'avait dit victime d'un accident de voiture, englouti par un programme de protection des témoins qui n'était qu'un mensonge orchestré pour le réduire au silence. Sa réapparition, tel un spectre surgi des ténèbres, n'était pas seulement un défi au système, mais une déflagration contre ceux qui avaient tenté d'enterrer la vérité sur Jacques Dubois. La colère qui bouillonnait dans la salle était palpable. Comment une nation pouvait-elle trahir ainsi ceux qui avaient versé leur sang? Pour elle, Étienne, vêtu d'un simple pull gris, s'avança vers le box des témoins, son regard ferme presque accusateur fixé sur le juge. Il n'y avait ni théâtralité ni hésitation dans ses pas. Chaque mouvement semblait porter le poids de 11 années de silence forcé. Lorsqu'il prêta seulement sa voix rauque, résonna comme un coup de tonnerre. « Je ne suis pas mort, mais ils ont voulu que je le sois. Ils m'ont dit de disparaître, de me taire, et j'ai obéi. Jusqu'à aujourd'hui. » Ces mots, prononcés avec une intensité qui fit frémir les journalistes, firent vaciller les certitudes des avocats et des procureurs. Étienne révéla comment, après que Jacques eut soumis son rapport dénonçant les exactions de Louis Beaumont à Bamako, des civils torturés et exécutés sans procès, le système militaire avait réagi avec une brutalité froide. Lui et Jacques furent convoqués à une réunion secrète dans une caserne de Vincennes, où un officier supérieur sous les ordres directs de Beaumont les menaça. « Parlez et vous perdrez tout, votre nom, votre famille, votre vie. » Étienne, alors jeune soldat, céda à la peur, mais Jacques, inflexible, refusa de plier.
Ce choix scella leur destin. Jacques fut exilé dans l'oubli et Étienne, forcé d'entrer dans un programme de protection fictif, fut effacé des registres. Un détail bouleversant jamais révélé auparavant fit basculer l'audience dans une stupeur indignée. Étienne produisit une lettre manuscrite cachée pendant des années dans une boîte à l'abri dans une ferme abandonnée en Bretagne. Cette lettre écrite par Jacques à Étienne, juste avant leur séparation, contenait une promesse « Si je tombe, garde ma vérité vivante ». Accompagnée d'une liste de noms, ceux des civils tués à Bamako recopiés par Jacques de mémoire, cette lettre était une accusation gravée dans l'encre, un testament de son courage face à l'oppression. Étienne, en la présentant au tribunal, brisa des années de silence imposé. « J'ai vécu comme un fantôme », dit-il la voix tremblante de rage, mais Jacques osa porter ce fardeau plus lourd encore. Il n'a jamais plié même quand ils ont menacé sa sœur, sa maison, sa vie. La salle entière retint son souffle, les journalistes griffonnant frénétiquement, tandis que le procureur, visiblement déstabilisé, tentait de discréditer Étienne en le qualifiant de « témoin non fiable ». Mais ses arguments sonnaient creux face à la vérité brute que cet homme revenu d'entre les morts venait de dévoiler. La colère dans la salle atteignit son paroxysme lorsque Étienne décrivit le faux programme de protection des témoins. Il n'y avait eu ni sécurité ni soutien. On l'avait forcé à changer d'identité, à couper tout contact avec sa famille, à vivre dans des logements sordides sous surveillance constante. Pourtant, il ne me protégeait ni pas, il m'enterrait vivant. Lança-t-il ces mots comme des coups portés à un système qui préférait sacrifier ses héros plutôt que d'admettre ses crimes. Cette révélation ne concernait pas seulement Jacques ou Étienne. Elle exposait une machinerie cruelle qui avait broyé d'innombrables soldats ayant osé parler. Le juge, jusque-là impassible, baissa les yeux comme frappé par la honte d'un système qu'il représentait. La question qui résonnait dans l'esprit de tous était accablante. Combien d'autres Étienne, combien d'autres Jacques avaient été réduits au silence par des puissants intouchables? La présence d'Étienne au tribunal n'était pas seulement un témoignage. C'était un acte de rébellion, un cri de rage contre une France qui avait trahi ses propres valeurs. Jacques, assis dans le box des accusés, restait silencieux, mais son regard fixé sur Étienne brillait d'une lueur nouvelle. Non pas de triomphe, mais de reconnaissance. Pour la première fois, sa vérité portée par un autre perçait le mur de l'oubli. Alors que l'acte de courage d'Antoine Lefebvre, en transmettant la preuve audio accablante à Claire Moreau, faisait trembler les fondations d'un système corrompu, une nouvelle secousse ébranla le tribunal de Paris, où l'affaire de Jacques Dubois prenait une tournure inattendue. Dans l'enceinte solennelle de la salle d'audience, où les murmures des journalistes et le poids des regards pesaient comme une tempête retenue, un homme que tous croyaient mort depuis plus d'une décennie fit irruption, transformant le silence en une explosion de vérité. Étienne Martin. Ancien frère d'armes de Jacques, lors de la guerre à Bamako se tenait la silhouette frêle, mais regard d'acier, une cicatrice profonde barrant son visage comme un symbole des blessures que le système lui avait infligées. On l'avait déclaré victime d'un accident tragique relégué dans un programme de protection des témoins qui n'était qu'un leurre pour l'effacer de l'histoire. Sa réapparition, tel un fantôme vengeur, n'était pas seulement un témoignage, c'était un acte de guerre contre ceux qui avaient piétiné l'honneur de Jacques et tant d'autres. Une rage collective monta dans la salle, une indignation brûlante face à une France qui avait osé trahir ses héros pour protéger les puissants. Étienne s'avança vers le box des témoins, ses pas résonnant sur le parquet usé du tribunal comme un défi lancé à l'autorité. Sans un mot superflu, il prêta serment, sa voix grave et tremblante de colère contenue « Je ne suis pas mort contrairement à ce qu'ils ont voulu faire croire. Ils m'ont forcé à disparaître, à vivre comme un ombre, mais aujourd'hui je parle pour Jacques, pour moi, pour tous ceux qu'ils ont voulu effacer. » Ces paroles prononcées avec une intensité qui fit taire les chuchotements frappèrent l'assemblée comme un coup de fouet. Étienne raconta comment, après que Jacques eut déposé son rapport en 2005 dénonçant les crimes de guerre du général Louis Beaumont, des exécutions de civils maliens sans jugement ordonné dans l'ombre, l'appareil militaire avait réagi avec une cruauté méthodique. Lui et Jacques furent convoqués dans une salle obscure d'une base militaire à Toulon, où un officier sous les ordres de Beaumont leur intima. « Taisez-vous
ou vous ne serez plus rien. Ni soldat, ni homme, ni vivant. Étienne, terrifié par la menace, céda, mais Jacques, avec un courage inflexible, refusa de plier, scellant ainsi son destin d'exilé dans l'oubli. Ce qui rendit ce moment encore plus saisissant fut une révélation inédite qui fit basculer l'audience dans une fureur silencieuse. Étienne sortit de sa poche une montre de gousset, un objet que Jacques lui avait confié avant leur séparation. Gravé à l'intérieur une inscription « Pour la vérité même si elle nous coûte tout ». Avec cette montre, Étienne présenta un microfilm caché pendant des années dans un coffre rouillé d'une église abandonnée près de Saint-Malo. Ce microfilm contenait des photographies prises par un soldat anonyme lors des exactions à Bamako, des images crues de civils enchaînés, des visages terrifiés et les ordres écrits de Beaumont signés de sa main. « Ils ont voulu effacer ces preuves », déclara Étienne, sa voix vibrant de rage. Mais Jacques m'a appris que la vérité ne s'efface pas, elle attend son heure. Ces images projetées dans la salle d'audience firent vaciller même les plus endurcis. Les journalistes retinrent. Leur souffle, les avocats échangèrent des regards incrédules et le procureur acculé tenta de disqualifier le microfilm comme non authentifié. Mais la vérité crue et implacable parlait plus fort que leurs objections. La colère dans la salle atteignit son zénith lorsque Étienne décrivit les conditions de son prétendu programme de protection. Loin d'être protégé, il avait été exilé dans des villages reculés, forcé de changer d'identité, interdit de contacter sa famille. « Ils m'ont fait vivre comme un criminel, alors que j'avais seulement vu l'injustice », lança-t-il ces mots comme des lames taillant dans le vernis du système. Il révéla comment ses lettres à sa mère furent interceptées, comment son compte bancaire fut gelé et comment il fut surveillé jour et nuit comme un ennemi de l'État. Cette trahison orchestrée pour protéger Beaumont et ses alliés n'était pas seulement personnelle, elle exposait un système qui préférait sacrifier ses soldats plutôt que d'admettre ses fautes. Le juge, dont le visage restait habituellement impassible, baissa les yeux comme si le poids de cette vérité le forçait à revoir sa propre complicité. Une question brûlante flottait dans l'air. Combien de héros comme Étienne et Jacques avaient été réduits au silence pour préserver l'image d'une nation? Jacques, assis dans le box des accusés, restait immobile, son regard fixé sur Étienne. Pour la première fois, une lueur de gratitude traversa ses yeux, non pas pour sa propre rédemption, mais pour la vérité enfin libérée par un frère d'armes qui avait choisi de briser les chaînes de l'oubli. Alors que l'apparition d'Étienne Martin, brandissant un microfilm accablant et une montre gravée, avait secoué le tribunal de Paris, en révélant la vérité sur les crimes de guerre couverts par Louis Beaumont, une nouvelle onde de choc traversa la salle d'audience, transformant l'indignation en un cri de révolte universel. Dans l'atmosphère pesante où chaque murmure semblait porter le poids de décennies d'injustice, un homme en uniforme militaire orné de 4 étoiles scintillant comme des éclats de vérité fit son entrée. Le général André Rousseau, figure légendaire de l'armée française, n'était pas venu pour témoigner ou observer. Il était là pour briser le silence d'un système qui avait piétiné l'honneur de Jacques Dubois. Son arrivée inattendue et solennelle fit taire les chuchotements et figea les regards. La colère qui grondait dans la salle atteignit son paroxysme. Comment une nation pouvait-elle laisser un héros comme Jacques être traité comme un criminel, tandis que ceux qui l'avaient trahi prospéraient dans l'ombre? Rousseau s'avança vers le centre de la salle, son pas ferme résonnant sur le parquet ancien, comme un écho des champs de bataille de Bamako. Sans attendre l'autorisation du juge, il se tourna vers Jacques, assis dans le box des accusés, et dans un geste qui stupéfia, l'Assemblée s'agenouilla devant lui. « Jacques Dubois, déclara-t-il d'une voix grave empreinte d'une émotion contenue, je m'incline devant vous non pas comme général, mais comme un homme qui vous doit la vie. » Ces mots prononcés avec une sincérité déchirante firent trembler les murs du tribunal. Rousseau raconta comment, en 2005, lors d'une embuscade à Bamako, Jacques, avec une précision inhumaine, avait abattu 12 ennemis, à près d'1 kilomètre sauvant son escouade entière, y compris Rousseau lui-même. Chaque tir était un miracle, dit-il les yeux brillants de larmes refoulées, mais au lieu d'être honoré, vous avez été effacé, trahi par ceux que vous avez servis. La salle figée sentit une rage collective monter, un héros avait été réduit à un paria pour avoir osé dire la vérité.
Un détail inédit, découvert dans les archives personnelles de Rousseau, ajouta une intensité dramatique à ce moment, une médaille jamais remise que Jacques aurait dû recevoir pour son acte héroïque. Rousseau sortit de sa poche une boîte en velours noir contenant la croix de la valeur militaire et la posa sur la table du tribunal. Cette médaille, déclara-t-il la voix tremblante de colère, était destinée à Jacques, mais Louis Beaumont et ses alliés ont veillé à ce qu'elle reste dans l'ombre toute comme lui. Ce geste symbolique mais explosif révéla l'ampleur de la conspiration. Non seulement Jacques avait été privé de son honneur, mais les décorations qui lui revenaient de droit avaient été délibérément cachées pour protéger les puissants. Rousseau poursuivit dénonçant le système militaire qui avait falsifié les archives, menacé les témoins comme Étienne Martin et intimidé la sœur de Jacques pour le forcer au silence. « Ils ont voulu faire de vous un criminel ?» lança-t-il à Jacques. « Mais aujourd'hui, je suis ici pour dire au monde que vous êtes un héros. » L'indignation dans la salle devint presque tangible. Les journalistes jusque-là occupés à griffonner s'arrêtèrent submergés par l'émotion. Le juge, dont le visage restait habituellement de marbre, baissa les yeux comme accablé par le poids de cette vérité. Les avocats du procureur désemparé tentèrent de minimiser l'intervention de Rousseau, arguant qu'elle était hors procédure. Mais leurs mots sonnaient creux face à la puissance de cet acte. Rousseau, en se relevant, se tourna vers l'Assemblée et déclara « La France ne peut plus fermer les yeux. Combien de héros comme Jacques devons-nous encore sacrifier pour protéger des criminels en uniforme ?» Cette question, comme un coup de poignard, transperça le voile d'hypocrisie qui enveloppait le système. Jacques, immobile, ne dit rien, mais son regard fixé sur Rousseau portait une lueur de reconnaissance non pas pour l'exonération, mais pour l'aveu d'une nation qui avait enfin osé regarder son passé en face. Ce moment ne fut pas seulement une reconnaissance personnelle. Il devint un symbole de rédemption collective. La médaille posée sur la table brillait sous les lampes du tribunal comme un reproche muet à une France qui avait trahi ses valeurs. Les murmures dans la salle se transformèrent en un silence respectueux, chaque personne présente ressentant le poids de cette injustice. Rousseau, en s'agenouillant, n'avait pas seulement honoré Jacques. Il avait défié un système qui préférait l'oubli à la vérité. Cette image, un général à genoux devant un vétéran menotté, resterait gravé dans les mémoires, un cri contre l'arrogance des puissants et une promesse que la justice, même tardive, pouvait triompher. Jacques, dans son silence, devint plus qu'un homme. Il devint le miroir d'une nation forcée de se regarder en face. Si l'injustice vous révolte et que vous voulez que la vérité triomphe, laissez un commentaire avec le mot « honneur » et partagez cette histoire pour que personne n'oublie Jacques Dubois. Ne manquez pas la suite où une vague de soutien public va bouleverser le système et révéler des secrets encore plus sombres. Restez avec nous pour découvrir comment la France va répondre à ce cri de justice. Alors que l'image du général André Rousseau agenouillé devant Jacques Dubois dans un tribunal parisien continuait de hanter les consciences, une tempête de colère et de justice s'abattit sur la France, transformant l'affaire d'un vétéran oublié en un cri national contre l'injustice. Les rues de Paris, d'ordinaire vibrantes de vie, devinrent le théâtre d'une révolte silencieuse mais puissante. L'indignation face à la trahison subie par Jacques, un héros effacé pour avoir dénoncé les crimes de guerre de Louis Beaumont, ne pouvait plus être contenue. Les réseaux sociaux s'enflammèrent et le hashtag « nous ». N'oublions pas Jacques, devenant un étendard pour des milliers de voix réclamant réparation. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un homme, c'était celle d'une nation forcée de regarder ses propres failles dans le miroir de la vérité. La rage collective nourrie par des décennies de silence imposé éclata comme une vague déferlante, exigeant que la justice soit rendue non seulement à Jacques, mais à tous les héros abandonnés par leur patrie. Un événement inédit amplifia cette fureur. Une fresque murale peinte clandestinement sur un mur du quartier du Marais représentait Jacques menotté avec les mots « héros pas criminel » inscrits en lettres rouges. Cette œuvre, réalisée par un artiste anonyme connu sous le pseudonyme Vérité, devint virale, incitant des milliers de personnes à se rassembler devant elle. Des vétérans noirs portant leurs médailles lazousées se joignirent à des familles, des étudiants et des citoyens ordinaires brandissant des pancartes « Plus jamais d'oubli » et « Justice pour nos héros ». Parmi eux, un ancien camarade de Jacques, Marc Lefebvre,
prit la parole, sa voix brisée par l'émotion. Jacques m'a sauvé à Bamako, mais la France l'a laissé pour mort. Comment ose-t-il? Ces mots, relayés par les chaînes de télévision, déclenchèrent en une onde de choc. Des organisations de vétérans comme l'Union des Oubliés exigèrent une enquête officielle sur les pratiques du ministère de la Défense, accusant Beaumont et ses alliés d'avoir orchestré l'effacement systématique des héros noirs. La colère atteignit son apogée lorsque des documents fuités découverts par Claire Moreau révélèrent que Beaumont avait personnellement supervisé la destruction d'archives concernant d'autres vétérans ayant dénoncé des abus. Ces révélations publiées par Vérité Libre mirent le feu aux poudres des manifestations s'étendirent à Lyon, Marseille et Toulouse où des foules scandaient le nom de Jacques. Les politiciens, jusque-là silencieux, furent forcés de réagir. Une commission sénatoriale présidée par la sénatrice Claire Dupont fut créée pour enquêter sur les abus militaires. Nous ne pouvons plus ignorer ceux qui ont tout donné, déclara-t-elle sa voix tremblante de rage. Jacques, toujours silencieux, devint un symbole non pas de victoire, mais d'une résistance muette contre un système qui préférait l'hypocrisie à l'honneur. La France, enfin réveillée, devait choisir continuer à trahir ses héros ou leur rendre justice. Alors que les rues de Paris vibraient sous les pancartes réclamant justice pour Jacques Dubois, porté par une foule en colère face à l'hypocrisie du système, un silence solennel enveloppa le tribunal lors du verdict final. Jacques, l'ancien tireur d'élite trahi par sa nation, se tenait immobile dans le box des accusés, son regard calme défiant l'injustice qui l'avait enchaîné. Le juge Claire Dupont, dont la voix tremblait d'une émotion contenue, prononça les mots qui ébranlèrent dans la salle. Toutes les charges contre Jacques Dubois sont abandonnées. Une enquête sera ouverte sur les fautes du système judiciaire. Ce verdict, arraché après des années de silence imposé, n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était un cri de rage contre une France qui avait osé effacer ses héros pour protéger des criminels comme Louis Beaumont. La salle figée sentit une colère sourde se muer en un souffle de justice, mais Jacques, fidèle à son silence, ne montra ni joie ni triomphe. Un détail poignant amplifia l'intensité de ce moment. Une lettre écrite de la main de Jacques fut découverte dans les archives du tribunal adressée à sa sœur Marie. « Si je me tais, ce n'est pas par faiblesse, mais parce que la vérité attend son heure », écrivait-il. Cette lettre lue à haute voix par l'avocate révéla un homme qui avait choisi le silence comme arme contre un système corrompu. La foule dans la salle bouleversée comprit que Jacques n'avait pas besoin d'applaudissements. Son silence était plus puissant que tous les discours. Le général André Rousseau, présent au fond de la salle, inclina la tête, un geste de respect pour un héros qui avait forcé la nation à se regarder en face. Ce verdict marqua un tournant. Une commission sénatoriale fut chargée d'enquêter sur les abus du ministère de la Défense, promettant de restaurer l'honneur des vétérans oubliés. Jacques Libre quitta le tribunal sans un mot, son pas ferme, incarnation d'une justice arrachée à l'oubli.